Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux nationalisations des hydrocarbures en Algérie en 1971. Le 24 février 1971, l'Algérie a pris la décision et a pris des mesures de nationalisation touchant les intérêts français, dont le secteur des hydrocarbures. L'année 1971 ne manquera pas aussi d'être comme l'année où l'Algérie a franchi la plus décisive et la plus marquante de sa marche vers l'émancipation économique. Pour rappel, les nationalisations des hydrocarbures est l'aboutissement d'un processus et d'une vision, celle du président Boumedienne qui a, dès le mois de mai 1968, pris la décision de nationalisation du marché algérien des produits pétroliers. Le monopole de la distribution en Algérie de ces produits et des autres dérivés des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que leur stockage et leur transport, sont confiés à la Sonatrach, la Société nationale des hydrocarbures. Pour revenir sur ce moment historique qui a marqué l'Algérie et le tiers-monde d'une manière générale, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Zola Lahiani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. La première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, donc, est-ce que le fait que l'Algérie décide de nationaliser les hydrocarbures avait des répercussions en Afrique? Moi, je pense que oui. La décision de nationaliser les hydrocarbures en Algérie a eu des répercussions, que ce soit en Afrique, que ce soit pour les Français aussi, qui avaient le contrôle sur cette matière. Donc, je dirais que c'était une décision cruciale que l'Algérie avait prise. C'est la vision de Houari Boumedienne, mais c'était aussi, ça aurait pas été le cas sans les hommes qui l'entouraient aussi. Samuel. Moi, ça me donne déjà un sourire aux lèvres parce que c'est une victoire. Parce que ça marque un nouveau départ en réalité, une nouvelle étape après, quand on parle de l'indépendance d'un pays, il y a un autre départ. Il faut avoir le contrôle sur ses ressources. C'est pour ça, déjà pour vous montrer à quel point le sourire, je le souris sur mes lèvres, etc. C'est le rêve de plusieurs panafricanistes. C'est le rêve de tout un Africain. Tout Africain, c'est son rêve moi je pense, même un bébé dans le ventre, c'est un rêve même d'un bébé dans le ventre. Moi j'aimerais rebondir déjà en commençant pour répondre à cette question par un extrait des discours de Houari Boumedienne, où il avait dit: nous avons décidé de nationaliser nos ressources pétrolières et gazières afin de mettre fin à l'exploitation étrangère et de prendre le contrôle de notre propre destin. C'est là où moi je vous dis, je le saurais même sous les rêves, parce que c'est prendre le contrôle sur son propre destin. Et il dit encore, c'est un pas crucial vers la construction d'une Algérie forte et indépendante. En fait, c'est pourquoi moi je disais, j'ai même le sourire sur le ventre, parce que c'est une des raisons, parce que c'est ce qui permet, c'est qu'il y ait cette pas et nouveau pas pour la construction d'une Algérie nouvelle et d'une indépendance vraiment véritable, parce qu'il faut avoir la même mise sur ses ressources, parce que tant que tu n'as pas la même mise sur tes ressources, en réalité tu n'es pas indépendant, parce que tu seras toujours dépendant des Occidentaux. Mais avoir la même mise sur tes ressources, c'est qui montre que tu as fait un nouveau pas. D'où moi je disais déjà dès le départ, ça a eu un impact partout en Afrique, parce que si on regarde à travers ça, on va voir qu'il y a aussi d'autres pays qui vont avoir aussi la même mise sur leurs ressources. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, quand on va parler aussi, par exemple, de Muammar Kadhafi et les autres aussi qui ont pu aussi, parce que c'est l'une des étapes cruciales en Afrique, parce qu'après les indépendances, il fallait que nous prenions la main sur nos ressources pour le développement
cruciale de nos pays. Mzora, on dit, les spécialistes, les économistes disent que le président Boumedienne a réussi là où beaucoup d'autres dirigeants du tiers-monde, je pense à Mossadegh, en Iran par exemple, ont échoué. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que si le président Waly Boumedienne a réussi, c'est parce qu'il avait des hommes qui étaient trop stratèges à ses côtés. Oui. Si on peut citer M. Zigar, oui. Ce qu'on appelle les hommes de l'ombre qui ont été mobilisés parce que on doit rappeler qu'il y avait un processus de négociation entre la France et l'Algérie sur ce dossier, et grâce donc à des hommes de l'ombre, l'Algérie avait pris ses précautions d'une manière indirecte pour réussir cette opération importante. Donc le président Waly Boumedienne, s'il a réussi, c'est grâce à ces hommes de l'ombre que déjà aujourd'hui par cette émission, on va leur rendre un hommage, parce que c'est grâce à eux aussi que l'Algérie a réussi, où plusieurs personnes, comme vous l'avez dit, ils ont échoué. Monsieur Zigar, Rachid Tabti et Cherif Guellel. Donc c'est eux qui ont joué les deux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, ils ont joué des rôles. Ils étaient trop stratèges, ils étaient courageux surtout, et ils avaient cette manière de persuasion, et ils voulaient vraiment la nationalisation des hydrocarbures. En fait, moi je dirais c'est un combat qui a continué parce que au-delà de faire partir les Français, il fallait aussi que sur les ressources de ton pays, tu aies la même mise sur les ressources de ton pays. Parce qu'il ne suffit pas que les gens puissent partir alors que tu n'as pas la même mise sur tes ressources. C'est-à-dire que c'était une étape, parce que si on regarde, c'est des révolutionnaires en réalité, parce que c'était toujours une révolution continue. C'est-à-dire que après, c'était un combat continu. C'est-à-dire que dès que les gens sont partis, il fallait que nous ayons la même mise sur les ressources, parce que tant que tu n'as pas la même mise sur tes ressources, en fait, tu es toujours dépendant de certaines personnes. C'est-à-dire que moi, je pense en disant, ces hommes d'ombre, et en parlant aussi de Waly Boumedienne, c'était des gens avec cette cœur-là en disant, nous voulons la liberté, nous voulons l'indépendance totale de notre pays, et à travers ça, il fallait la nationalisation des ressources naturelles telles que pétrolières et gazières. Et c'est ce qui a motivé beaucoup plus cette décision de nationalisation des hydrocarbures. C'est surtout le refus des compagnies pétrolières françaises de négocier le prix. Donc c'est ce qui a motivé beaucoup plus le président Waly Boumedienne de prendre cette décision. Donc au-delà des nationalisations, qui était donc une décision très très importante, c'est une décision inscrite dans un processus comme l'a si bien dit Samuel tout à l'heure, de mettre en place une stratégie de développement pour l'Algérie. C'est-à-dire que c'était pas une nationalisation pour une nationalisation. Boumedienne à l'époque ne visait pas simplement à émanciper, donc à l'émancipation économique, mais au-delà, parce que tracer un cap pour le développement de l'Algérie, n'est-ce pas, Mzora? Oui, bien sûr. Déjà, si on regarde un extrait de son discours le 24 février 1971, où il disait « Il sera plus équitable pour les investissements dans la recherche pétrolière que les profits réalisés dans notre pays soient au moins dépensés sur place. » Donc c'est là où on voit déjà sa vision, que tout ce que l'industrie va générer sera utilisé pour développer le pays. Donc c'est pour des projets d'investissement dans le pays. Sa vision n'était pas juste prendre cette souveraineté, c'est vrai, mais aussi c'est projeté à l'avenir. Samuel. Oui, en réalité, parce que nous savons, c'est pour ça quand on parle déjà de nationalisation de quelque chose, en réalité, parce qu'il faut déjà comprendre que quand on parle de nationalisation, déjà il faut comprendre déjà, moi c'est là où ça me tient à cœur, parce qu'en regardant nationalisation, c'est-à-dire c'est déjà un produit du pays. Oui, mais un produit du pays qui a été, qu'on s'est accaparé de ce produit du pays. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce besoin et ce vouloir déjà de s'approprier de ce qui appartenait aux Algériens. Donc, ils devaient s'approprier de ce qui les appartenait. Après ça, maintenant, c'est dans cet objectif en disant, ok, on s'approprie de ce qui nous appartenait, on se réapproprie, mais dans quel but? Le but était là. C'est-à-dire que le but déjà, c'est à pouvoir être autonome, indépendant économiquement, et non seulement ça, pour que nous puissions non seulement aider à ce que la population puisse avoir ce qui leur est dû, mais pour se développer. Et parce que si on regarde très bien, on va voir qu'il y avait aussi cette ambition expansionniste, parce qu'on savait, parce que l'Algérie
vu ce que l'Algérie a subi, il avait cette besoin, disons, que autour de nous aussi, qu'il y ait un développement, c'est un continu. C'est-à-dire que pour ça, nous devons avoir nos propres ressources, utiliser nos propres ressources pour le développement de la population locale, mais aussi pour une perspective à long terme. C'est-à-dire que c'est pas juste pour avoir nos produits, etc. et c'est fini, mais c'est pour avoir nos produits, mais pour une perspective à long terme. C'est-à-dire qu'il y avait une continuité à travers cette appropriation et cette nationalisation des ressources naturelles. Effectivement, donc sur le plan politique et stratégique, les nationalisations ont conféré au président Boumedienne une dimension internationale qui va se manifester 2 ans plus tard, donc à l'occasion du fameux sommet des non-alignés tenu à Alger en septembre 1973, qui a regroupé à Alger les plus grands dirigeants du tiers-monde. Il apporte donc un soutien actif aux différents mouvements de libération de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. Donc Houari Boumedienne, qui aura une aura, la réussite de ces nationalisations Mezroura va permettre donc au président Boumedienne de s'imposer, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Oui, effectivement. Déjà, l'Algérie, à cette époque-là, c'était grâce au président Houari Boumedienne et ses efforts déjà qu'on avait la lumière. L'Algérie était... Tout le regard du monde était sur l'Algérie. Donc, c'est grâce à ces efforts-là. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, déjà, suite à cette loi, on a eu la création de Sonatrach, qui s'occupait de la production, de la transport et tout ce qui s'ensuit de l'industrie gazière. Donc, c'est une étape cruciale que l'Algérie a franchie à cette époque. Oui. Moi, j'ai dit toujours, il y a un mouvement. Vous savez, il doit toujours y avoir un leader qui doit montrer un chemin pour que les autres puissent voir que c'est possible. En fait, il y a toujours ce côté-là en disant, nous devons voir que la chose est possible. Parce que quand vous venez de dire, c'est pourquoi les gens l'admiraient. Parce qu'il a pu montrer en disant, en tant qu'Africain, on peut se réapproprier et nationaliser nos propres ressources. Parce que si on regarde très bien, c'est là où on va voir par exemple avec même le Nigérien Olusegun Obasanjo en 1979 où il a pu aussi faire la nationalisation des ressources. C'est qu'on va voir qu'il y a toujours dans d'autres pays comme le Nigeria, l'Angola, c'est qu'il va enchaîner. C'est-à-dire que en ayant vu que c'est possible, il y a d'autres nations qui se sont levées pour faire la nationalisation des ressources. C'est cet impact, moi, que j'aimerais peut-être mettre plus en avant parce que lorsqu'on voit un modèle de réussite quelque part, d'où les gens le regardaient d'une autre façon parce qu'on dit, si tu as pu le faire, c'est-à-dire que nous, dans d'autres pays africains aussi, on peut le faire. D'où cette lumière qui était portée sur l'Algérie, surtout sur Houari Boumedienne, avec ce courage pour la faire, la nationalisation, avec des nouvelles lois, la promulgation de nouvelles lois, accorder des ressources naturelles, loi Sonatrach, etc. Et puis en 1974, son fameux discours où il avait évoqué une nouvelle doctrine économique appelant à la nécessité d'un nouvel ordre économique international. C'était le tournant. Donc c'est grâce justement à cette réussite des nationalisations qui a permis à Houari Boumedienne de réfléchir à une nouvelle doctrine économique mondiale. Oui, ça a commencé par ça. Et puis même, c'était un leader, c'était un exemple à suivre pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que ça a eu de l'influence aussi en Afrique. Et ce qu'il a franchi, ça prouvait de l'intelligence et de la stratégie que les hommes en Algérie, ils avaient. Donc ça a commencé comme, ils ont eu l'habitude pendant la guerre, et ils ont continué sur ces pas pour arriver à leur but. Samuel, le fait d'appeler à l'époque, on est donc au milieu des années 70, un nouvel ordre économique international. Quand on parle d'un nouvel ordre économique, c'était pas pour le monde donc des nantis, j'imagine. Non, c'est comme on venait de le dire. Parce qu'on parle de nouvel ordre économique, c'est-à-dire que l'Afrique doit être placée. C'est-à-dire que l'Afrique ne doit pas être seulement, comme on avait dit quand on parle de 1885, conférence de Berlin, où l'Afrique a été divisée, etc. C'est-à-dire que là, quand on parle de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que l'Afrique doit exister. L'Afrique, c'est un continent. C'est l'Afrique, donc l'Afrique doit être placée. C'est-à-dire que ça doit jouer dans l'échiquier mondial, en quelque sorte, si je peux le dire. C'est-à-dire que l'Afrique doit jouer sur l'échiquier mondial. C'est-à-dire que sur le côté géopolitique, etc. Moi, c'est pour ça, par exemple, quand je regarde à travers des personnalités comme Houari Boumedienne, ou par exemple, même à travers ces citations où il dit par exemple en disant la nationalisation des hydrocarbures est un acte souverain de l'État algérien.
Et puis il précise, pour garantir que les richesses naturelles de notre pays servent notre peuple et contribuent à notre développement économique et social. En regardant très bien, vous voyez, il y a cette volonté et cette responsabilité en disant, nous sommes une nation. C'est vrai que nous avons eu à souffrir, etc. Ouais. Mais à travers tout ça, nous sommes une nation et nous devons exister aux yeux de tout le monde et aux yeux des chéquiers mondiaux. C'est-à-dire que l'Algérie est un peuple souverain. Et étant un peuple souverain, les ressources qui appartiennent à l'Algérie doivent appartenir au peuple algérien. Et si vous voulez traiter avec nous, c'est là où même Mezo a pu le dire indirectement, si vous voulez traiter avec nous, c'est-à-dire que ça doit être des traitements égal à égalité. C'est-à-dire que ça doit appartenir directement à une société locale, c'est-à-dire que la Sonatrach. Mais s'il y a d'autres partenaires qui veulent traiter avec nous, nous devons traiter, mais sur pied d'égalité en tant que nation. Et ce qui a aussi motivé d'autres nations, parce que quand on parle d'autres nations, moi j'aimerais parler par exemple du Nigeria, on parle de l'Angola, etc. Eux aussi, ils se sont révoltés en disant, c'est vrai, nous devons être des peuples souverains. C'est pour ça, comme vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Afrique a commencé à jouer sur l'échiquier mondial, c'est-à-dire qu'il y a eu un nouvel ordre parce que il y a des gens qui se sont révoltés, non seulement sur le côté en disant nous voulons la liberté, etc., mais nous voulons aussi la liberté économique et l'appropriation des ressources naturelles. En Amérique latine, d'ailleurs, vous parlez de souveraineté, donc une souveraineté qui sera amplement évoquée lors du fameux sommet des pays donc producteurs de pétrole, sommet de l'OPEP, qui s'est tenu en 1975 à Alger, et durant lequel, justement, il a été décidé, Mzoura Lahiani, de mener une politique pétrolière concertée. C'est-à-dire concertée avec tous les pays producteurs, c'est-à-dire les grands pays producteurs, mais aussi les pays émergents à l'époque, les pays du terrain, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Parce que donc c'est toute une vision, en fin de compte. C'est une vision qui était bien étudiée bien avant. Et déjà, c'est parti déjà sur des relations diplomatiques. Oui. C'était bien réfléchi même avant. Chercher auprès des États-Unis qui vont acheter le gaz et le pétrole algérien. Et aussi, c'était toute une stratégie bien établie. Et ça, c'est surtout quand vous avez parlé bien avant, l'Algérie à cette époque-là s'était engagée dans des mouvements de libération. Oui. Et ça a renforcé la position de l'Algérie sur la scène internationale. Samuel. Oui, effectivement. Au fait, politique pétrolière concertée. C'était à Alger en 1975 lors du sommet OPEP. Oui, si on regarde déjà autour de ce sommet, moi, ce qui me fait encore plus plaisir, parce qu'il faut regarder que vous avez parlé des nations nouvellement indépendantes. Exactement. C'est-à-dire que, imaginez, moi c'est ça, moi je vais mettre en exergue, imaginez. Vous avez évoqué donc comme l'Angola, etc. L'Angola, donc on peut dire l'Angola, le Nigeria, etc. Le Nigeria qui est venu sortir de la crise, donc du Biafra. Donc on peut parler de Nigeria, l'Angola, la Libye, etc. Mais ce sommet-là a marqué une nouvelle chapitre. Pourquoi? Parce que là, on a vu des nations, parce qu'on parle de l'OPEP, tout le monde connaît c'est quoi l'OPEP, mais avant, quand on parlait de l'OPEP, il n'y avait pas cette même mise sur des nouvelles nations indépendantes. Mais c'était une nouvelle... Déjà, il faut regarder ça s'est passé dans quel pays. C'était en Afrique, exactement, ou en Algérie. Et non seulement ici, il y a aussi la majeure participation des pays nouvellement indépendants. Ce qui a marqué une nouvelle philosophie, une nouvelle vision globale du monde en disant ces pays-là, parce que ça montre l'étape qui a été franchie à travers ces pays, qui a eu déjà l'appropriation, ce qui montre que si vous voulez prendre nos ressources ou traiter avec nous, nous devons s'asseoir et discuter de comment ça doit se passer. C'est-à-dire que il n'y aura pas de décisions qui ne seront pas prises, sans que les différentes nations africaines, normalement comme l'Algérie, la Libye, l'Angola, etc., le Nigeria, sans que ces nations aussi n'aient mis leur parole dessus. C'est-à-dire que ça a marqué une nouvelle vision de la chose. C'est-à-dire que actuellement, on peut le voir, les nations africaines ont une même mise sur leurs ressources naturelles parce que dès le départ, il y a eu certaines personnes qui ont eu à franchir certains pas. Et ce qui a fait que les nations africaines étaient considérées au niveau échiquier mondial, surtout sur le côté ressources naturelles comme le gaz, le pétrole, etc., à travers l'OPEP et d'autres organisations. Mzoura Lahiani, vous avez évoqué au début de l'émission donc ces hommes de l'ombre, donc à qui vous voulez rendre hommage d'ailleurs, qui ont activement participé à leur manière pour que l'Algérie réussisse
cette opération de nationalisation, moi je pense à Rachid Tapti, donc celui qui a réussi à avoir le dossier pétrole des négociateurs français, qui a permis à l'Algérie de bien se préparer, à tel point que la délégation française avait décidé d'interrompre toutes les négociations par rapport justement à ce dossier pétrole. Qui est ce Rachid Tapti? Rachid Tapti, déjà, on l'appelait toujours Tony. C'était un personnage déjà polyvalent qui exerçait plusieurs professions. Il était boxeur, cascadeur. Il était aussi acteur et avocat. Oui, donc c'était... Screamer. Donc, effectivement. Voilà. C'était un personnage qui a joué un rôle crucial dans cette étape que l'Algérie a franchie. Et ça, surtout que il a réussi grâce quand il a séduit la Béatrice, la secrétaire de l'ambassadeur de France. C'est pas l'ambassadeur, le secrétaire du chef de la délégation chargé donc des négociations. Oui, Béatrice Allega, la secrétaire de Jean-Pierre. Oui, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à fournir des documents internes et confidentiels à l'Algérie. Surtout, donc l'Algérie, avant de franchir déjà par les nationalisations des hydrocarbures, il y avait tout un processus de négociation avec la France. Avant de s'asseoir sur la table, ils avaient déjà tous les documents internes, ils savaient déjà ce qui va se passer. Donc ils étaient très bien préparés. Et aussi, on a à côté de Rachid Talbi, il y a Monsieur Guellel et aussi Monsieur Zegga. Eux, ils vont jouer un rôle important avec les États-Unis. Avec les États-Unis, donc ils ont des relations avec des banquiers, ils ont des relations aussi avec l'ambassadeur et le président. La jet set américaine, d'ailleurs, il faut le dire. Ouais. D'ailleurs, Guellel, il était très très proche de la famille Kennedy. Oui, il était aussi un ancien ambassadeur, donc c'est pour ça il a maintenu toujours des relations diplomatiques, même informelles avec le président. Et c'est là où il a réussi à négocier avec les Américains pour avoir déjà garantir l'achat du pétrole et du gaz en cas du refus français. Donc c'était les 3 hommes de l'ombre qu'ils ont travaillé à côté du président Houari Boumedienne et qui ont réussi. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a la nationalisation des hydrocarbures. Donc il fallait de la perspicacité, Samuel. Si on regarde les étapes qui ont franchi, moi j'ai dit juste chapeau. Ça se voit que c'était des intellects, c'est-à-dire que c'était des gens vraiment très rationnels. Aujourd'hui, quand on entend les voix qui s'élèvent, notamment le monde occidental, évoquer le patriotisme économique, évoquer les nationalisations de certaines entreprises, etc. Oui. Quand la Banque centrale américaine donc prend en charge le désastre de certaines entreprises, on va dire que Boumedienne était en avance, incontestablement, n'est-ce pas? Oui, il était très en avance. C'est-à-dire que moi je pense, imaginez, vous êtes en train dans la négociation, c'est comme si vous voyez un médium, parce qu'en réalité, c'est comme s'il avait des réponses en avance sur ce que tu devais proposer, etc. C'est comme s'il voyait en avance ce qu'il devait, mais ce qui montre le travail en amont qui était là, c'était inconsidérable. Le travail en amont, moi je dirais, c'est l'intellect en amont de tout ce qui s'est passé était incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui travaillaient réellement. Ouais, c'était l'espionnage et l'intelligence. Donc ils étaient trop stratèges dans ce qu'ils faisaient. Et ils ont tout préparé, tout le terrain, pour arriver à atteindre leur objectif. Oui, effectivement. Parce que si on regarde tout ça, moi je dirais chapeau. Parce que moi, je suis juste dans l'admiration de ces hommes. Moi, j'aurais bien les voir et les saluer en disant merci pour tout ce que vous avez fait. Mzora, donc, l'enseignement de ces nationalisations de 1971 moi, je dirais que c'est l'exemple à suivre. Donc, si on a réussi grâce au président et ses 3 hommes, donc aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Il suffit de suivre leurs pas. Donc, s'il faut qu'on espionne aussi, il faut qu'on fasse des choses dans l'ombre. L'espionnage économique, il existe. Oui, il existe, mais on doit encore renforcer ça et avancer beaucoup plus et aller jusqu'au bout. Samuel. Oui, moi j'aimerais dire une phrase d'Abraham Lincoln que moi je pense c'est approprié en ce moment parce que ces gens ils avaient compris. Il avait dit l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Ils avaient compris parce que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire là maintenant, c'est ça l'avenir. Parce que l'avenir commence aujourd'hui. Merci Samuel, merci Mzora. Je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes d'Efriria FM. Efriria FM que vous pouvez écouter désormais sur une application que vous pourrez télécharger sur Play Store. À très bientôt.